Dans Solo Leveling, après avoir failli perdre la vie, Adam informe Jin que le gouvernement américain a perdu un atout précieux, un chasseur de rang Nation. À la suite de cet incident, les États-Unis sont prêts à mobiliser toutes leurs ressources pour capturer le coupable. Le bureau des chasseurs souhaite maintenir de bonnes relations avec Sang Jin-woo. C'est pourquoi il est venu l'informer avant l'annonce publique, car même Jin-woo serait choqué de voir une photo de son père lors d'un événement auquel il avait été invité. Jin-woo, assis, se demande si son père, disparu il y a 10 ans, est vraiment revenu sous la forme d'un monstre et s'il va bien. Adam rassure les autres agents en disant qu'il va bien, mais qu'il est épuisé. Il spécule sur la télékinésie de Jin-woo, notant que celle-ci est à un niveau complètement différent de celui des chasseurs de type mage de haut rang capables de déplacer des objets. Adam réalise que seul un chasseur de rang Nation pourrait maîtriser une télékinésie d'une telle ampleur et comprend que Jin-woo est le 6e chasseur de ce rang. Il décide d'informer le vice-président du bureau dès que possible. La conférence internationale des guildes est un événement important où les guildes représentant chaque pays sont invités à discuter des événements actuels et des perspectives futures du monde des chasseurs. Quelques jours auparavant, le bureau des chasseurs américains avait annoncé la liste des guildes invitées, dont la Ashjin Guild de Corée. Leur participation est devenue un sujet brûlant dans le monde entier, car le seul chasseur de haut rang enregistré dans la guilde Ajin est Sung Jin-woo, le maître de la guilde. Cependant, le bureau américain reconnaît que cet homme possède à lui seul une force suffisante pour rivaliser avec de nombreuses guildes comptant plusieurs chasseurs de haut rang. La décision d'inviter la guilde Ajin a suscité beaucoup de débats. Interrogé par la presse, Choi Jong-in, maître de la guilde des chasseurs, exprime son soutien à la décision du bureau américain. Qualifiant celle-ci d'évidente, la presse s'interroge sur le choix du mot évident plutôt que compréhensible, mais Choi confirme qu'il s'agit bien du terme approprié. Lorsqu'on lui demande si ce n'est pas exagéré de dire que la guilde Ajin est essentiellement un spectacle à une seule personne, Choi répond que cette personne est Sung Jin-woo. Si l'on définit les membres d'une guilde par leur capacité de combat, il estime que Jin-woo possède à lui seul l'équivalent de centaines de membres. Ayant été témoin de ses performances lors du raid sur l'île de Jeju et d'autres événements récents, Choi affirme que la guilde Ajin ne serait inférieure à aucune guilde d'aucun pays. Cependant, pour la guilde des chasseurs, qui représentait la Corée à la conférence internationale chaque année, cette nouvelle n'est pas facile à accepter. Choi admet qu'il est déçu de ne pas pouvoir y participer cette année, d'autant plus qu'il avait renouvelé son passeport. Mais plus important encore, il se sent fier. La Corée dispose désormais d'un chasseur sur lequel elle peut compter. Choi confie que si un monstre d'une puissance inimaginable devait apparaître, lui et ses membres n'auraient survécu que grâce à Song Jin-woo. Il exprime une fierté sincère que Jin-woo ait été choisi comme représentant de la Corée. En partant, l'un des membres de la guilde de Choi lui annonce qu'ils ont obtenu le permis pour la porte apparue ce matin à Suseodong. Il s'agit d'une porte de rang A, mais les mesures réelles ne sont pas très élevées. Choi demande si la guilde Ajin n'a pas postulé pour le permis, ce que le membre confirme, ajoutant qu'ils n'ont pas donné signe de vie depuis un moment. Cela fait 4 jours que Jin-woo est revenu du Japon et le dieu de la destruction des donjons n'est encore apparu à aucune porte. Alors que les grandes guildes de Séoul célèbrent, Choi affirme qu'il n'est pas Baek Yun-ho de la guilde du Tigre Blanc ou à Lim Tae-gyu de la guilde des Faucheurs, disant « Tu ne serais pas différent d'un singe si tu étais heureux de trouver une pomme tombée d'un arbre ». Le membre rapporte que leurs profits ont augmenté de 40% grâce à l'absence de concurrence de la guilde Ajin. Choi mentionne qu'avant sa réaffectation de rang, il nettoyait plusieurs portes par jour. Devenu rang S, il a même commencé à nettoyer des portes sur les territoires d'autres guildes. Pour quelqu'un qui a récemment vaincu une rupture de donjon de rang S à lui seul, Jin-woo reste étonnamment discret. Woo Jin-chul le rapporte au président Go qu'il y a eu une demande de données concernant le chasseur Sang Jin-woo de la part de la Chine. Go demande s'il s'agit de ses informations personnelles, mais Jin-chul précise que la demande concerne ses records de raids et les rapports officiels associés. Bien sûr, même la Chine ne s'attend pas à obtenir des informations sur un chasseur de haut rang, mais pourquoi cet intérêt soudain pour le chasseur Song Jin-woo? Il ajoute que la Chine sait très bien que Jin-woo n'accepte aucune négociation avec aucun pays. Cependant, Woo Jin-chul informe le président Go que la demande ne vient pas du gouvernement chinois, mais d'un individu. Il semble que Liu Jigang, le chasseur chinois de rang 7 étoiles, s'intéresse à Sung Jin-woo. La Chine n'a pas adopté le standard international de classement des chasseurs et utilise son propre système où le rang le plus élevé est normalement 5 étoiles. Cependant,
Liu Jigang a reçu le rang exceptionnel de 7 étoiles. Le président Go se demande si Liu Jigang s'intéresse à Jin Woo et Jin Chul confirme qu'il a vaincu l'un des monstres de type géant, ce qui pourrait expliquer son intérêt pour Jin Woo, qui a lui-même vaincu tous les géants. Il pense que les forts reconnaissent les forts. Le président Go ordonne à Jin Chul de rejeter la demande ou d'envoyer uniquement des données rudimentaires. Pendant ce temps, au bureau de la guilde des charognards, Laura annonce que Jin Woo devrait arriver aux États-Unis le lendemain. Elle note que c'est déjà la veille de son arrivée lorsqu'un homme entre dans la pièce. Thomas André commente le timing parfait et annonce qu'il a quelque chose à dire à cet homme. Il va droit au but. Ne te mets pas en travers de Sung Jin-woo, Mr. Wang. Reconnaissant ce qui s'est passé entre son frère et le chasseur Sung Jin-woo, dit qu'il a des soupçons et veut savoir exactement ce qui s'est passé. Il essaye de parler, mais André l'interrompt avec un coup de pression père-fils, lui disant qu'il ne lui a pas donné la permission de parler. Huang semble terrifié. Laura pense qu'il devrait simplement se taire. Peu de gens peuvent donner un avertissement aussi menaçant à un chasseur de haut rang, mais c'est bien ce qu'on attend de Thomas André. Cependant, Wang Dongsu a une forte obsession pour sa cible. Thomas pose sa main sur l'épaule de Wang et lui dit de ne jamais s'en prendre à Sung Jin-woo et de prendre une pause dans l'une des villas appartenant à la guilde pendant la période de la conférence. Alors, acceptes-tu ma requête ? Demande Thomas, et Huang confirme. Il quitte la pièce comme Thomas le lui a permis. Alors qu'il regarde l'homme partir, Laura demande si tout est réglé, mais Thomas répond que non. Il n'est pas sûr que Wang ait abandonné juste comme ça. Il demande à Laura de maintenir Wang sous surveillance stricte jusqu'à ce que Sung Jin-woo quitte les États-Unis. Acceptera-t-il cela ? Demande Laura. Thomas répond qu'être un peu frustré vaut mieux qu'être mort. Deux hommes traversent la salle en tant que représentants de l'Allemagne. Lennart Niermann, de la guilde Richter, s'interroge sur la présence de tant de journalistes. Son agent lui explique que le chasseur coréen dont tout le monde parle doit arriver aujourd'hui. Quand on parle du loup, dit-il, se demandant s'il devrait aller à sa rencontre. Lennart répond qu'il n'y a aucun mal à faire connaissance avec un chasseur puissant. Alors qu'il s'approche, il s'arrête soudainement, choqué. Son agent lui demande s'il va lui parler, mais Lennart réalise que ce chasseur ne convoque pas ces créatures d'une autre dimension, mais les garde constamment autour de lui. Il remarque même qu'avec un tel nombre, il pourrait faire la guerre aux États-Unis. En regardant les alentours, Jin-ho demande à Jin s'il reconnaît quelqu'un. Jin répond que non, mais qu'un étranger le fixe. Jin-ho le rassure en lui disant que son nom est partout dans les actualités, donc il est normal qu'il ait des fans qui voudraient peut-être un autographe. Jin-ho demande ensuite à Woo Jin-chul pourquoi il est là, et ce dernier répond qu'il est là en tant que garde du corps de Jin. Jin-ho le taquine à ce sujet, tandis que Jin-chul reste impassible. Jin pense avoir repéré ses escortes. Adam salue Jin et ses compagnons, mais Jin s'interroge sur la présence de Monsieur White, qu'il croyait en poste à la branche asiatique du bureau des chasseurs. White confirme qu'il est désormais en charge des affaires concernant Jin Woo et informe Jin que ses compagnons seront escortés jusqu'à un hôtel. Jin leur dit de partir. Adam demande alors à Jin s'il peut les accompagner. Cela pousse Jin à demander si cela concerne son père. Adam répond que c'est quelque chose qui sera certainement bénéfique pour lui, assurant que le bureau des chasseurs américains le tient en haute estime. Jin demande si le sujet est top secret et Adam confirme que certains points le sont. Il demande ensuite où ils se rendent et on lui répond qu'ils se dirigent vers le siège du bureau des chasseurs. Adam explique qu'ils sont sous pression. Christopher Reed, l'un des piliers de la puissance américaine, est mort et ils cherchent désespérément à combler ce vide. Sa mort n'est pas encore publique, mais ils feront tout pour trouver un chasseur capable de le remplacer. Et je suis l'un de vos candidats ? Demande Jin. Adam explique que la valeur d'une pierre runique est proportionnelle à la puissance du monstre. La pierre en question a été extraite de la pire calamité de l'histoire de l'humanité, le raid du dragon Kamish, un événement que tout le monde préférerait oublier. Il cherche un nouveau propriétaire pour cette pierre runique. Adam demande à Jin ce qu'il pense de cette nouvelle offre. Jin, alarmé, demande s'il peut revoir les images, précisant qu'il veut voir la photo prise avant l'extraction de la pierre runique, celle du corps de Kamish. Il demande si les États-Unis ont conservé le cadavre de Kamish et Adam confirme. Jin demande alors où il se trouve et insiste pour qu'on l'y emmène immédiatement. Il a accepté de consacrer son temps au bureau des chasseurs, donc il est en droit de demander cela. Cependant, Adam explique qu'il ne connaît pas l'emplacement exact du cadavre de Kamish, car cela dépasse ses autorisations. Il ajoute que si Jin en fait la demande, il est sûr qu'ils accepteront. Jin propose d'attendre ensemble pendant qu'Adam fait son rapport, et ainsi cet arc continue. Pete Brennan demande si Jin Woo est là en ce moment et s'il a dit quelque chose sur la pierre runique. Adam répond qu'il n'a rien dit à propos de la pierre runique de toute la journée. Cela surprend David, qui se demande pourquoi il veut seulement regarder le cadavre, disant qu'il doit en discuter avec le directeur adjoint.
Il demande à Adam d'attendre dehors, lui demandant s'il a une idée de pourquoi Jean veut regarder le corps de Camiche. Le directeur adjoint répond qu'il ne pourrait pas dire, mais une chose est sûre, Jin-Woo n'est pas un touriste. Il explique que la valeur d'une compétence est inimaginable. Les meilleurs chasseurs sont prêts à dépenser une grosse somme d'argent pour acheter des pierres runiques. Une compétence est le pouvoir d'un chasseur et le pouvoir est égal à la survie d'un chasseur. Pourtant, s'il préfère voir le cadavre, cela pourrait signifier qu'il peut obtenir quelque chose de plus qu'une simple compétence. Se demandant si sa capacité se limitait aux monstres qu'il tuait, il se rend soudainement compte que peut-être Jin pourrait créer des invocations à partir des cadavres de monstres morts depuis longtemps, tués par d'autres mains. Il prévoit de faire de Camiche l'une de ses invocations. Le directeur adjoint, incrédule, dit que si c'est vrai, cela ne peut pas arriver. Un individu ne doit pas avoir un tel pouvoir. Mais s'il refuse sa demande, cela pourrait compliquer les relations avec lui. Très bien, dit-il en tapant du pied, je vais l'accompagner moi-même. Cela pourrait être une bonne occasion de voir les capacités de Jin de plus près. Plus tard, David dit qu'il aurait aimé parler à Jin dans un contexte plus détendu, mais c'est probablement ce que Jin préfère. Ne l'écoutant pas, Jin pense à la façon dont ils ont construit le QG du bureau sur le même site où Camiche a été vaincu. En avançant, Jin remarque qu'il y a de l'énergie magique dans l'air, des résidus de cette énergie 8 ans après. Jin se demande à quel point il sera puissant une fois transformé en soldat. La porte s'ouvre, révélant la massive créature. David informe Jin qu'elle a tué des centaines de chasseurs d'élite et n'a été vaincue que par les 5 derniers chasseurs de rang nation. Son corps a été parfaitement préservé depuis sa mort. Toute l'électricité utilisée dans ce bâtiment provient du cristal magique de Camiche. Demandant s'il est maintenant satisfait, Jin dit à David de reculer en se demandant s'il est vraiment sûr de cela. David répond que le directeur adjoint a déjà donné son accord. Jin s'avance alors que David dit « Regardons tous ce qui va se passer ». Levant son bras, Jin dit « Lève-toi ». Cependant, seules des ondes de choc d'énergie d'ombre éclatent du cadavre, l'extraction d'ombre ayant échoué. Fermant les yeux et prenant une profonde inspiration, Jin tente une nouvelle fois. « Lève-toi ». Une ombre se forme avant que l'ombre de Camiche ne sorte du cadavre, rugissant. Et cet arc continue, abonne-toi pour la suite.